Bienvenue les élèves de seconde du lycée Choiseul. Nous allons aujourd'hui corriger, vous aider à faire ce TP numéro 2 en Python, dont le thème principal sont les fonctions, ce qui tombe bien puisque justement nous sommes dans le chapitre des fonctions. Donc les fonctions, vous connaissez maintenant l'objet mathématique. Par exemple une fonction f de x qui à x associe par exemple 2x au carré plus 5x. Et maintenant, il vous faut connaître les fonctions en programmation et notamment en Python. Alors, nous avons déjà rencontré des fonctions, en fait, des fonctions particulières de Python dans le précédent TP, c'est-à-dire la fonction print, qui, je rappelle, permet d'afficher un texte dans la console, la fonction input, qui permet à l'utilisateur de saisir un texte ou un nombre, la fonction range aussi, qui permet de fabriquer un itérable sur lequel que l'on peut parcourir avec par exemple une boucle for, et enfin la fonction len qui elle va donner la longueur d'un objet. Lorsqu'une tâche doit être réalisée plusieurs fois par un programme, eh bien, plutôt que de l'écrire 2, 3, 4, 5 fois dans le code, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que cette tâche, ce morceau d'algorithme, on va le programmer de façon isolée au sein de ce qu'on appelle une fonction, et plutôt que de réécrire le code, eh bien, on appellera la fonction à chaque fois qu'on en a besoin. C'est plutôt intéressant comme démarche parce que la fonction du coup peut être utilisée par d'autres personnes, peut être aussi externalisée dans des fichiers, ce qu'on appelle des modules, du coup elle peut être réutilisée par quelqu'un d'autre. Le meilleur exemple, c'est tout simplement la fonction print, que vous ne savez pas comment elle fonctionne. Vous tapez print et puis il se passe ce que vous attendez. Pourtant, quelqu'un a écrit cette fonction avant vous et vous l'utilisez sans trop savoir ce qui se passe. Donc, il va donc falloir comprendre comment on définit une fonction, et c'est donc l'objet du premier paragraphe, la syntaxe d'une fonction. Alors pour définir une fonction, en fait, on respectera une structure de programme particulière qui est donc ici. Donc je rappelle que l'objectif c'est de donner un nom à une partie d'un programme au lieu de réécrire cette partie de programme à chaque fois qu'on en a besoin, et à la place on appellera la fonction pour qu'elle fasse ce qui est nécessaire. Donc le mot-clé qui permet de définir une fonction, c'est-à-dire de donner un nom à une série d'instructions, c'est le mot-clé def, comme définition. Et juste après le mot def doit suivre le nom de la fonction. Donc le nom de la fonction, vous pouvez utiliser le mot que vous voulez, du moment que ça ne soit pas un mot réservé au langage Python, parce que ça poserait problème, par exemple, si vous appeliez une fonction print, parce qu'elle existe déjà. Du moment que vous respectiez la syntaxe, c'est-à-dire que ça doit commencer par une lettre, il ne va pas comporter d'espace, ni de caractères spéciaux, éventuellement, si vous avez besoin d'un espace, on met ici un underscore, par exemple, ici, pour avoir le nom d'une fonction. On utilise généralement des minuscules plutôt que des majuscules, puisque traditionnellement, les majuscules sont réservées aux classes. C'est des fonctions spéciales dont on ne parlera pas ici. Après le nom de la fonction doit suivre obligatoirement deux parenthèses qui peuvent être éventuellement vides, ensuite deux points. À l'intérieur des parenthèses, on indiquera une liste de paramètres. Donc pour les fonctions mathématiques, le plus simple, c'est le paramètre x, dans f de x, mais il pourrait y avoir plusieurs paramètres. Il peut y avoir plusieurs paramètres dans une fonction.
Après le deux points, comme pour le for, comme pour les instructions particulières qu'on a vues, il y a le code de la fonction. Donc ici, c'est la série d'instructions. Notez l'indentation obligatoire. Donc je rappelle 4 espaces traditionnellement ou éventuellement une tabulation. Et ici, vous avez le code de votre fonction. Et enfin, nouveau mot-clé, qui est donc en vert lui aussi, c'est le mot-clé return. Le mot-clé return permet à ce que la fonction renvoie quelque chose, renvoie un résultat. Alors, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire qu'on peut avoir une fonction qui ne renvoie rien, mais traditionnellement, en mathématiques par exemple, les fonctions renvoient un résultat. Et bien ici, donc, le mot-clé return annonce on va renvoyer, que la fonction va renvoyer quelque chose, et ici on renvoie le contenu d'une variable. Donc ici on a choisi la variable résultat, mais on pourrait renvoyer le contenu de n'importe quelle variable, voire même le contenu d'un calcul. Notez aussi qu'on peut renvoyer plusieurs résultats, il suffit de les séparer par une virgule. Donc voyons un premier exemple, une fonction qui ne comporte aucun paramètre. Donc ici, vous retrouvez le mot-clé def, qui permet d'annoncer qu'une fonction va être définie. Vous trouvez ici le nom de cette fonction, je l'ai appelé compteur3. Vous trouvez les deux parenthèses, donc ici il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de paramètre à cette fonction. Les deux points qui annoncent le début du code de la fonction. Le code de la fonction qui se retrouve ici avec l'indentation obligatoire, hein, et même la double indentation, puisque dans ce code il y a une boucle while. Et enfin, la fin de la fonction se situe bien ici, à cet endroit-là, puisqu'on revient dans le programme principal, puisque l'indentation s'est terminée, et là nous avons l'appel de la fonction. Donc ici, nous sommes dans le programme principal. D'ailleurs, on pourrait marquer ici un commentaire pour dire, voilà, ici c'est le programme principal qui a une seule ligne et qui fait qu'une seule chose, c'est-à-dire il appelle le démarrage de la fonction compteur3. Alors, voyons maintenant ce que ça donne. Eh bien, si on exécute cette cellule, le code s'exécute et on voit que la fonction a affiché les nombres 1, 2, 3. Alors voyons pourquoi. Eh bien, lorsque l'on lance la cellule, la fonction est mise en mémoire, mais elle n'est pas exécutée. Le programme, puis ensuite, le programme principal, ici, lance la fonction compteur3. Dans la fonction compteur3, du coup, s'active et on instancie ici une variable i à 1 et on initie une boucle while. Donc une boucle while, ça veut dire tant que. Tant que la condition ici est réalisée, on fera le petit sous-programme qui est ici. Donc tant que i est inférieur ou égal à 3, ce qui est bien le cas puisque pour l'instant i vaut 1, on affichera i, puis ensuite on incrémentera i, on met i égale i plus 1, hein, c'est-à-dire ici on prend la variable i dans l'état où elle est, donc ici elle vaut 1 au départ, on ajoute 1 et on remet le résultat à l'intérieur de i, ce qui fait qu'elle vaudra 2 au tour suivant. Donc je rappelle que ceci peut être écrit aussi de la façon suivante, en mettant plus égal 1. Hein, c'est la fonction d'incrémentation. Ici, ce programme va tourner en boucle, c'est-à-dire qu'à la fin du premier passage dans ce while, eh bien, la valeur i vaut 2, donc on revient ici. I valant 2, il est toujours inférieur ou égal à 3, donc on va afficher 2 en rentrant de nouveau dans la boucle while. On va de nouveau incrémenter i en prenant i égale à i plus 1, c'est-à-dire on passe de la valeur 2 à la valeur 3, et on revient ici, i vaut 3, il est toujours inférieur ou égal à 3, puisque là il est même égal à 3, donc du coup on affiche encore i, donc on affiche 3, et on incrémente encore i, c'est-à-dire que i passe à la valeur 4, et pour finir, ici lorsque i vaut 4, le test n'est plus valide, puisque i n'est plus inférieur ou égal à 3, puisqu'il vaut 4, dans ces cas-là, on sort du programme et on a terminé. Donc, je vous
rappelle donc de bien noter les petits détails pour la définition de la fonction, les parenthèses obligatoires, le deux points obligatoire, l'indentation, alors là je la montre mal, l'indentation obligatoire, donc cette indentation qu'on retrouve ici, et si jamais on doit utiliser quelque chose qui a besoin d'une indentation à l'intérieur de la fonction, on a donc une double indentation, hein, donc ici on voit bien la double indentation pour montrer le sous-programme. Bien, voyons maintenant une fonction qui pourrait appeler une autre fonction. Et nous allons définir, donc ici, rappelons-nous que nous avons en mémoire la fonction compteur 3, et nous allons créer une nouvelle fonction. Donc ici, on utilise le mot-clé def, qui va créer une fonction qui s'appelle double compteur 3, qui ne contient pas de paramètres et dont le code consiste à appeler deux fois la fonction compteur 3 qu'on a déjà définie à la cellule d'avant. Et le programme principal, donc là on peut aussi rajouter ici que c'est le programme principal de cette cellule. Donc le programme principal ici consiste à juste appeler la fonction double compteur 3. Donc que va-t-il se passer quand on va exécuter la fonction? Eh bien la fonction double compteur 3 est mise en mémoire d'abord, dans un premier temps, puis ensuite le programme principal demande son exécution, et à l'exécution, eh bien, la fonction double compteur 3 appelle la fonction compteur 3 qui est déjà en mémoire, donc 1, 2, 3 s'affiche, elle rappelle une deuxième fois la fonction compteur 3, et 1, 2, 3 s'affiche une deuxième fois. Donc ici, ce qui est donc à retenir, c'est que une fonction peut appeler une autre fonction, qui peut appeler une autre fonction, etc. Pas à l'infini, mais de façon assez, il y a un degré de profondeur qui peut être assez important. Passons maintenant au quatrièmement, avec une fonction qui contient un paramètre. Donc ici, cette fonction reçoit un paramètre et ce paramètre est ici. Donc l'idée c'est de donner, en même temps qu'on fait l'appel de la fonction, c'est de lui donner un paramètre. Ce paramètre c'est une variable. Donc ici j'ai mis la variable qui s'appelle nombre. Et ici le code est quasiment le même que la fonction compteur, sauf que ici, eh bien, vous avez compris que le tant que, hein, la boucle while fonctionnera tant que le paramètre, la variable i sera inférieure ou égale au paramètre nombre. Ce qui fait que par rapport au programme précédent, eh bien, on ne va pas se contenter de compter jusqu'à 3, mais on va compter jusqu'au ce qu'on atteigne la valeur du paramètre nombre. Donc ici, vous retrouvez bien sûr le programme principal qui bien sûr va appeler la fonction compteur 4. Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la fonction compteur est définie ici, puis la fonction compteur est appelée avec le paramètre 4, et donc ça veut dire que ce paramètre 4 va être la valeur qui va être donnée à nombre. Ce qui fait que ici, lorsque i vaudra 1, et tant que i sera inférieur ou égal à nombre, c'est-à-dire inférieur ou égal à 4, eh bien on affichera i et on incrémentera i de 1. Je rappelle qu'ici, on peut donc écrire i plus 1, comme ceci. Du coup, à l'exécution, ben, ça donne ceci. Ce qui est important de comprendre, c'est que donc l'instruction compteur 4 permet donc d'afficher les valeurs de 1 à 4, et évidemment, si on change le paramètre, c'est ce qui se passe dans la cellule suivante, on va appeler la fonction compteur, mais cette fois-ci en donnant le paramètre 10, et bien voici ce qu'on obtient. Évidemment, le programme fonctionne de la même façon, sauf que le test ici est remplacé non pas par la variable du test nombre est remplacée par 10, et donc du coup on va répéter jusqu'à ce qu'on atteigne la valeur 10. Vous pouvez, si vous le souhaitez, par exemple ici changer la valeur, mettre par exemple 25, et vous allez voir que ça compte jusqu'à 25. Bien, maintenant nous allons utiliser toujours une fonction, mais cette fois-ci on ne va pas se contenter d'un paramètre, mais nous allons mettre
3. Et donc on va compter toujours de la même façon en donnant cette fois-ci une valeur de départ, une valeur de fin, et surtout on va donner un pas à ce compteur. Donc le pas de ce compteur, c'est on va compter par exemple de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Donc on définit cette fonction, c'est la fonction compteur complet. Donc la fonction compteur complet, c'est 2 mots, hein, et ils sont reliés par un underscore pour qu'on puisse pour ne pas avoir d'espace, hein, parce qu'on n'a pas le droit aux espaces dans les noms de fonctions. On retrouve 3 paramètres qui vont devoir être donnés à la fonction: nombre départ, nombre fin et enfin pas. Donc que fait ce programme? La première chose, c'est qu'il initialise une variable i à nombre de départ, c'est-à-dire que la variable i est créée à la première ligne de cette fonction et elle est affectée au nombre de départ qui sera donné en paramètre. Donc par exemple, si on regarde l'appel de la fonction ici dans le toujours programme principal, eh bien on s'aperçoit que ici la variable qu'on recevra, on comptera à partir de 1. Ensuite, tant que i ne sera pas égal, enfin inférieur ou égal, non plutôt tant que i est inférieur ou égal à nombre fin, c'est-à-dire ici quand on regarde le programme principal, tant que i sera inférieur ou égal à 7, eh bien on affichera i et on incrémentera i à i plus pas, c'est-à-dire que à chaque étape, la variable i augmentera du pas, et le pas c'est le troisième paramètre, c'est-à-dire ici on comptera de 2 en 2. Pareil, ici, on peut remplacer cette expression-là par plus égale pas. J'ai pas mis plus, et ouais, j'ai tout cassé. Donc, plus égale pas. Donc, du coup, on regarde ce qui se passe. Eh bien, on voit que l'on compte de 1 jusqu'à 7 en allant de 2 en 2. Vous pouvez évidemment changer ça. Évidemment, vous pouvez, par exemple, dire que vous voulez compter à partir de 10 jusqu'à 100, et disons, de 23 en 23, ce qui fait que du coup, bah voilà, on obtient 10, 33, 56, 79. Notez qu'on peut aussi planter le programme. Par exemple, si on lui dit de compter 200 jusqu'à 10, et bien là, ce qui va se passer, c'est que le programme va planter, je ne vais pas l'exécuter, hein. C'est-à-dire que ici, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas arriver à compter de 100 jusqu'à 10 en augmentant de 23 à chaque fois, puisque pour pas aller de 100 à 10, il faudrait soustraire. Donc du coup, là, le programme va tourner en boucle, il ne va rien se passer au niveau de l'affichage, donc du coup, ça va tout casser. Donc ici, attention, si ça ne fonctionne pas, il faut faire interrompre le noyau, pour que ici on retrouve la main sur le programme. Donc du coup je vais le remettre bien. Donc ici par exemple je vais compter de 5 à 100 de 2 en 2. Voilà, et du coup je vais pouvoir compter comme ceci. Alors, à noter, alors je vais remettre ça bien, je vais compter de 5 en 10, de 2 en 2, comme ça sera plus petit. À noter, donc que pour définir une fonction avec plusieurs paramètres, il suffit d'écrire les paramètres dans la parenthèse, entre les deux parenthèses, en les séparant par des virgules. Et deuxième point très important, c'est que l'ordre des paramètres est très important. Il y a le premier paramètre, le deuxième, et enfin le troisième. Et lors de l'appel de la fonction, il faut mettre donc 3 paramètres qui vont correspondre bien sûr, respectivement le 5 correspondra à nombre de départ, le 10 à nombre de fin, et le 2 à nombre au pas. Notez que si jamais il manque un paramètre, par exemple ici j'en donne que 2, eh bien ce qui se passera c'est que Python va m'expliquer que il y a une erreur, que compteur complet, la fonction compteur complet, il lui manque un argument positionnel qui s'appelle pas, et que donc du coup elle n'a pas pu démarrer. Donc remettons ça bien, je remets 2 par exemple, hop, et voilà. Pour les puristes, nous allons parler aussi de procédures. Les fonctions que nous avons décrites jusqu'à présent, en fait, ne sont pas tout à fait des fonctions. C'est plutôt ce qu'on appelle des procédures, parce que si vous regardez bien le code de la fonction ne renvoie rien. Je rappelle qu'en maths, une fonction, à tout nombre x,
on doit associer un résultat qu'on appelle f de x, on appelle l'image, et c'est ce que renvoie la fonction. Eh bien, ici, nos fonctions ne renvoyaient rien, puisque ici, elles se contentaient de faire un affichage. Un affichage, c'est pas ce qu'on appelle renvoyer quelque chose. Un affichage, c'est ce qu'on appelle avoir un effet de bord, qui n'est pas ce que la fonction renvoie. Et donc ici, du coup, ces fonctions compteurs qu'on vient d'écrire, c'est ce qu'on appellerait plutôt des procédures. Donc on va maintenant s'intéresser aux fonctions un peu plus mathématiques qui permettent de renvoyer une valeur. Donc par exemple, voici la fonction cube qui reçoit le paramètre W et qui retourne W étoile étoile 3. Alors ici, sachez que la notation étoile étoile veut dire puissance. Donc ici, W étoile étoile 3, ça veut dire W puissance 3, c'est-à-dire W au cube. Donc par exemple ici, j'ai toujours un programme principal et qui est complètement à gauche ici. Donc programme principal. Donc ici, j'appelle la fonction cube avec le paramètre 4. Donc du coup, je vais calculer 4 puissance 3. Et 4 puissance 3, eh bien, je récupère le nombre 64. Notez bien ici la présence au niveau de capital du paramètre, de la sortie. Donc la sortie ici, c'est ce qui permet de comprendre que la fonction a renvoyé quelque chose et que ça a été récupéré par la console, alors que ici il n'y avait pas de paramètre sortie, c'était juste un affichage qui s'effectuait. Notez que, bien sûr, on peut utiliser d'autres opérateurs que étoile, étoile. C'est ce qu'il y a marqué ici. Donc, au carré, c'est étoile, étoile 2. La racine carrée, c'est SQRT. La division euclidienne de A par B, on a déjà parlé, c'est A//B. Le reste de la division euclidienne de A par B, on a déjà parlé, c'est A%B. Enfin, il y a d'autres, bien sûr, plein d'autres fonctions mathématiques, mais elles ne sont pas directement accessibles. Donc là, par exemple, il faudra apprendre à les apprendre à Python avant que de les utiliser. Donc, partie 2. Donc, nous allons essayer un peu de regarder des petites fonctions. Donc, voici donc ici la syntaxe dont on a déjà parlé. Et maintenant, voici l'exercice 1 où vous allez pouvoir commencer à travailler. Pour définir avec Python la fonction f telle que f de x est égal à 2x plus 3, il faut saisir def f de x et il faut retourner 2 fois x plus 3. Donc là, ne pas oublier, c'est très important, quand vous écrivez ça, vous avez certes écrit un programme, une fonction, mais elle n'est pas en mémoire. Donc ici, on va l'envoyer en mémoire pour qu'on puisse l'utiliser. Pour obtenir l'image de 6 par la fonction f, il suffit de saisir f de 6. Donc ici, on écrit f de 6 dans le programme principal. Et là, on exécute et on obtient le résultat de f de 6, c'est-à-dire 2 fois 6 plus 3, c'est-à-dire 12 plus 3, c'est-à-dire 15. On vous demande de calculer l'image de 0, de 1, de moins 3 et de moins 8,5 par la fonction f dans les petites cellules qui sont ici. Eh bien, je vous laisse le faire et on se retrouve juste après. Donc vous avez dû avoir le temps de faire ça. Donc on va calculer maintenant l'image de 0. La fonction f est toujours en mémoire. Donc on calcule f de 0. Eh bien, f de 0, on exécute la cellule et on obtient 3. On calcule maintenant f de 1 et on obtient 5. On calcule f de moins 3 et on obtient moins 3. Et enfin, on calcule l'image du nombre décimal moins 8,5. Là, attention, comme c'est indiqué, le nombre décimal s'écrit avec un point en informatique et avec une virgule en français. Donc f de moins 8,5 et on exécute le programme. Regardez vite fait ce qui se passe si jamais vous mettez ici une virgule qui est, je rappelle, le séparateur des arguments passés dans la fonction. Et bien là, il ne va pas comprendre parce que il va comprendre qu'on essaye de donner à la fonction f deux arguments, l'argument moins 8 et l'argument 5. Or, il explique clairement ici qu'il a juste besoin d'un seul argument et qu'il y en a deux qui ont été donnés. Donc du coup, la bonne façon de faire, c'est donc ici de bien mettre moins 8,5.
Troisièmement, c'est à vous maintenant d'écrire une fonction et pour obtenir les images de moins 15, de 14 par la fonction g. Donc je vous laisse travailler pour écrire cette fonction. À vous de faire. Passons à la correction. Donc nous allons devoir définir une fonction g. Donc pour cela, on annonce à Python qu'on va définir une fonction. Donc on écrit def. Notez que ce mot se met en vert parce que c'est un mot réservé du langage. Ensuite, on définit la fonction g. Donc g entre parenthèses x. Notez ici que lorsque je vais mettre 2 points, eh bien, il va comprendre que c'est une fonction. Il va mettre ça en noir. Et on va écrire qu'on doit renvoyer la valeur moins 2 fois x au carré, donc x puissance 2, donc x étoile étoile 2. Plus loin, on peut mettre un espace si on souhaite 3 fois x, et plus loin éventuellement moins 7. Voilà, bon. Une fois qu'on a fait ça, on va envoyer la fonction. Et ici, pour pouvoir l'utiliser, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une petite cellule juste après celle de votre code. Il suffit de cliquer sur le bouton plus ici. Et vous allez pouvoir utiliser la fonction. Donc on va par exemple calculer g de moins 5 et envoyer ça au compilateur, à Python, et il vous répond que ça fait moins 72. On peut encore rajouter une petite cellule juste après et calculer g de 14 et envoyer ça à l'exécution, et on trouve moins 357. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Vous avez une fonction f qui est définie sur l'intervalle 0, 9 par f de x égale racine carrée de 9 moins x. Alors là, nous allons devoir utiliser la fonction racine carrée. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que Python, à la base, ne connaît pas cette fonction. La fonction racine carrée, pour lui, c'est déjà trop compliqué. Donc pour cela, on va devoir lui apprendre, et donc on va lui demander d'aller consulter une bibliothèque, comme vous le feriez pour aller chercher une information. Vous iriez par exemple au CDI, et vous allez chercher un livre de maths, et vous iriez regarder comment on calcule la racine carrée. Eh bien, en l'occurrence, ici, on va lui demander d'aller chercher dans la bibliothèque maths. Donc ici, on va lui dire de la bibliothèque maths, peux-tu importer la fonction SQRT? Un peu un téléchargement d'une nouvelle fonctionnalité dans Python. Donc quand on fait jusqu'à présent, hein, par exemple ici, si je tape SQRT de 2, eh bien là, il me dit je ne sais pas ce que c'est que SQRT, puisqu'il me dit name SQRT is not defined, donc il me dit que SQRT n'est pas défini. Alors que si maintenant je lui dis va dans la bibliothèque maths qui a été écrite et qui est quelque part dans l'ordinateur, va consulter la fonction SQRT, donc je lui envoie cette information-là. Donc on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et par contre, si je clique de nouveau sur SQRT de 2, eh bien là, il me calcule la racine carrée de 2. Donc vous voyez, on lui a fait apprendre la fonction racine carrée. Donc maintenant, vous allez devoir définir la fonction f sur l'intervalle 0, 9. Du coup, ici, ensuite, on va pouvoir, une fois qu'on aura fini de faire ça, on pourra essayer d'utiliser notre fonction. Alors, donc on fait def, et puis ici, on va définir la fonction, donc non pas SQRT, la fonction, c'est la fonction f, pardon, f qui va recevoir comme paramètre x, et on va dire qu'on renvoie, donc return qui se met en vert, on renvoie la valeur racine carrée de 9 moins x, donc ici on fait SQRT de 9 moins x. Voilà, la fonction est créée,
est envoyé en mémoire, je viens d'exécuter le programme, et maintenant on peut essayer de l'utiliser. Alors on peut déjà l'utiliser à la main, on peut créer une petite cellule de plus, et par exemple on pourrait calculer f d'un nombre compris entre 0 et 9, donc par exemple f de 4, et on voit que si on écrit f de 4, on obtient la valeur 2,23. Donc pour savoir si vous avez bien écrit votre fonction, vous pouvez aussi utiliser un test d'utilisation. Donc ici, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle une assertion. Donc ici, on demande alors attendez, je vais afficher les lignes, ça sera peut-être plus facile. Au niveau de la ligne ici, on demande à Python de vérifier que f de 3 est bien égal à 3, f de 0 pardon, est bien égal à 3. Ici, remarquez que c'est pas une affectation, c'est un double égal. Hein. Donc une assertion, hein, c'est une demande de vérification. Vérifie que f de 0 est bien égal à 3. Et si jamais ce n'est pas le cas, affiche que le test pour f de 0 a échoué. Vérifie que f de 5 égale 2, que f de 9 égale 0 et que f de 8 égale 1. Donc si je lance cette case de vérification et si ma fonction est bien écrite, eh bien il ne doit se passer rien du tout. Regardez si je casse un peu ma fonction, si au lieu d'écrire 9-x, j'écris par exemple 8-x, que je la renvoie en mémoire et que je fais les tests, eh bien là il va me dire, bah voilà, le test de f de 0 a échoué. C'est le premier test et puis il s'arrête. Donc ici, hein, les assertions, c'est une méthode assez utilisée, même très utilisée, pour vérifier qu'une fonction fait bien ce qu'on attend d'elle. Et puis, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on aimerait bien sûr, maintenant qu'on a défini notre fonction f à la perfection, c'est de l'utiliser, cette fonction, pour la dessiner. Alors, pour dessiner cette fonction, nous allons utiliser le programme suivant. Je vais expliquer très sommairement ce qui va se placer ici, mais ce n'est pas de votre niveau. Ici, c'est juste pour voir qu'est-ce que fait la fonction. Donc, n'oubliez pas qu'en ce moment même, nous avons une fonction f égale à racine de 9 moins x qui est en mémoire. Et donc ici, ce qui se passe, c'est qu'à la ligne 1, nous allons importer une fonction supplémentaire qui s'appelle pyplot, qui permet de tracer des graphiques. Nous allons aussi importer un autre module qui s'appelle numpy, qui permet de réaliser tout simplement, en l'occurrence ici, des tableaux de valeurs. Et nous allons importer toutes les fonctions mathématiques d'un coup. Donc ici, en faisant un import étoile de la bibliothèque math, on importe toutes les fonctions mathématiques, y compris SQRT. Et puis ensuite, on va générer ici un tableau de valeurs entre 0 et 9. On va ensuite demander à ce que la fonction f soit vectorisée, et on va définir l'ordonnée d'un point avec f de x. Et puis, on va éventuellement effacer, si jamais il y en avait déjà un graphique, et puis on va commencer à tracer des points de coordonnées x et y au niveau du tableau, et ensuite, on va rajouter des titres aux axes et aux graphiques, et ensuite, on va afficher la grille qui est derrière, et enfin, on va tout montrer. Donc, ce qui donne, ça peut prendre un peu de temps si vous le faites pour la première fois, ce qui donne la chose suivante, le graphique de la fonction racine carrée de 9 moins x, qui est donc ici représenté par cette courbe bleue. Alors notez qu'ici on a des points à chaque unité, donc du coup c'est pour ça qu'ici on a une petite cassure qu'on n'aurait pas si on avait pris plus de points. Alors maintenant ça va être à vous de travailler. Vous allez reprendre la question 1 avec une autre fonction, c'est la fonction g. Donc ici, à vous d'écrire le code de la fonction g, et ensuite d'éventuellement d'écrire des tests. Vous pouvez éventuellement écrire des tests ici si vous le souhaitez. Par exemple, je pourrais en écrire un. On pourrait vérifier que g de 4, est-ce que g de 4 c'est possible? Oui. Alors pas g de 4, il faudrait faire g de 5 par exemple, serait égal à 2.
puisque 2 fois 5, 10, moins 6, ça fait 4, ça fait 2. Et si jamais ça ne fonctionne pas, on écrirait le test pour G de 5 ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Test G de 5 échoué. Voilà. Donc voilà un test qu'on peut écrire. Hein. J'ai tout simplement dans ma tête calculé 2 fois 5, 10, moins 6, ça fait 4, ça fait racine de 4, ça fait 2. Donc G de 5 doit valoir 2. Voilà. Alors à vous de travailler. Et puis troisième étape, évidemment, vous pouvez essayer de dessiner la fonction. Attention, elle s'appelle G. Et comme vous pouvez voir ici, il est important que la fonction s'appelle G pour qu'on puisse la dessiner. Sinon, votre programme ne va pas fonctionner. Donc je vous laisse travailler. À vous. Alors normalement, vous avez réussi à écrire votre fonction, c'est-à-dire vous avez annoncé à Python que vous alliez lui donner une nouvelle fonction avec le mot-clé def. Cette fonction, vous l'avez appelée G. Elle a un paramètre qui s'appelle x et vous avez annoncé avec les 2 points l'ouverture d'un sous-programme. Ici, le sous-programme ne comporte qu'une ligne, c'est return. Qui ensuite va permettre de calculer la racine carrée de 2 fois x moins 6. Et voilà pour ce programme-là. J'exécute le programme. Je peux vérifier, petit test, que G de 5 égale 2. S'il ne se passe rien, c'est que c'est parfait. Et je peux la tracer. Et j'obtiens normalement le graphique de cette fonction qui est comprise entre 0 et 4 et sur l'intervalle allant de 3 jusqu'à 11. Passons maintenant à l'exercice 3. Il faut compléter le programme suivant permettant de calculer la vitesse en km/h lorsqu'on donne la vitesse parcourue en kilomètres et le temps en heures. Donc là, vous connaissez bien cette formule de physique. On sait que la vitesse en km par heure est égale à la distance en kilomètres divisée par le temps en heures. Donc on peut définir une fonction, donc c'est la fonction v, qui va donc recevoir deux paramètres, la distance d et le temps t. On met 2 points et on doit retourner évidemment d divisé par t. On envoie cette fonction en mémoire et on va faire un test cycliste pour le cycliste. Donc là, on sait qu'un cycliste, il a parcouru 80 km en 2h30. Donc ici, on sait qu'on doit demander l'affichage de V de 80 km, virgule, le temps en 2h30. Et là, 2h30, il faut se rappeler que 2h30 en nombre décimal, c'est 2,5. Et ici, on trouve donc une vitesse de 32 km par heure. Un avion met 3h45 pour une distance de 2000 km. Eh bien, ici, on va faire V de 2000 km et de 3h45, c'est-à-dire de 3,75. Et on obtient une vitesse de 533 km par heure à peu près. Enfin, un automobiliste se rend de Strasbourg à Paris en faisant 490 km en 5h20. Donc là, on va faire V de 490. Et pour faire 5h20, alors là, on peut faire 5 plus 1 tiers d'heure. Plutôt que d'écrire 5,33333 à l'infini. Du coup, on obtient ici une vitesse de 91,875 km par heure. Ensuite, il faut, vous voyez qu'ici on a un petit problème avec les heures, donc du coup il faudrait essayer de faire un petit programme qui permet de convertir un horaire donné en heures et en minutes en heures, ce qui serait bien pratique. Et bien du coup on peut faire une fonction conversion. J'ai dit conversion.
qui va donc recevoir des heures et des minutes. Et du coup, on peut renvoyer le nombre d'heures auquel on va rajouter le nombre de minutes converti en heures, c'est-à-dire divisé par 60. Ce qui fait que du coup, si on envoie ça en mémoire, par exemple, notre fameux 5h20, on pourrait finalement l'écrire de la façon suivante, conversion 5h et 20 minutes, et on obtiendrait 5,333333. Et donc du coup, on pourrait même utiliser ça dans notre programme, c'est-à-dire qu'ici, on pourrait faire 5V de 490, on pourrait recopier, couper ici et envoyer 5h20 directement, et du coup on retrouverait les 91,875 km/h. À vous maintenant de faire l'exercice 4 en affichant simultanément le quotient et le reste de la division euclidienne de deux nombres. Je rappelle que pour envoyer deux résultats simultanément, il suffit de faire return résultat 1, virgule résultat 2. Et deuxièmement, que le quotient d'une division euclidienne se fait avec slash et le reste de la division euclidienne se fait avec %. Donc je vous laisse écrire ça. Et donc normalement, vous avez écrit la chose suivante, division euclidienne par exemple, donc non euclidienne, division euclidienne, voilà. Et ici, il nous faut évidemment deux nombres, on va dire A et B. Et là, on doit retourner deux choses. On doit renvoyer A divisé par B en division euclidienne, et on doit renvoyer le reste à %B. On envoie ça en mémoire en faisant exécuter, et on va regarder ce que ça donne pour la division de 1123 divisé par 15. Donc qu'est-ce que je fais ? J'appelle la fonction et je mets pour A 1123 et pour B je mets 15. J'exécute, j'obtiens 74 et 13. Et puis je peux faire la même chose pour la division euclidienne de 179 763 et de 111. Et j'obtiens 1619 comme quotient et 54 comme reste. Exercice 5, un exercice sur le théorème de Pythagore. Il faut écrire une fonction qui permet de vérifier si trois nombres petit a, petit b et petit c peuvent être les longueurs d'un côté d'un triangle rectangle. Alors on supposera, pour simplifier un peu l'exercice, que a est forcément le maximum des trois nombres, c'est-à-dire qu'il serait l'hypoténuse du triangle rectangle. Et la fonction doit renvoyer deux valeurs, alors ce qu'on appelle des valeurs booléennes, qui seront vraies ou faux. Donc le rappel du théorème de Pythagore, je rappelle que ABC c'est un triangle rectangle en A, si et seulement si AB au carré, c'est-à-dire petit c au carré, plus AC au carré, c'est-à-dire petit b au carré, est égal à A au carré. Et du coup, on va essayer de tester si 10, 9 et 8 peuvent être ou pas les longueurs d'un triangle rectangle, et ainsi pour 5, 4 et 3. Donc je vous laisse réfléchir. Votre idée, c'est donc de prendre une fonction à trois paramètres, A, B et C, et de renvoyer vrai si il y a l'égalité de Pythagore est vérifiée, et renvoyer faux si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Je rappelle qu'on a vu ensemble les tests conditionnels avec le if et le else qui permet d'écrire ça. Je vous laisse travailler, on se retrouve dans 5 minutes.
Alors, à nous avec Pythagore, eh bien, on va donc définir une fonction Pythagore qui va recevoir trois paramètres a, b, c, deux points, et on va tester si a au carré est bien égal, donc attention ici, il faut mettre un double égal pour bien faire un test et non pas une affectation, est bien égal à b au carré plus c au carré. Et si c'est le cas, eh bien c'est un triangle rectangle, donc dans ces cas-là, on enverra la valeur vraie. Alors, c'est un mot-clé, la valeur vraie, donc on met une majuscule et elle doit s'afficher en vert. Et si c'est faux, c'est-à-dire sinon, eh bien on en enverra false. On peut envoyer ça. Et on va donc tester si 5, 4, 3 est un triangle rectangle. On sait que oui, puisque c'est un triangle très connu. Et 10, 4, 3, lui, n'en est pas un. Voilà pour l'exercice 6. Exercice 5, pardon. Petite chose qu'on peut faire, c'est rajouter ici une assertion qui va vérifier que A et B sont plus petits que B et C sont plus petits que A. Donc ici, on va vérifier que A est bien supérieur ou égal à B et que A est bien supérieur ou égal à C. Et si ce n'est pas le cas, on dira que A doit être le maximum de A, B et C. Donc là, c'est juste quelque chose qui permet de prévenir que notre programme ne fonctionne que dans le cas où on met A, la plus grande valeur des trois, au milieu. Donc par exemple ici, sur le test numéro 1, ça ne pose pas de problème, rien ne se déclenche. Sur le test numéro 2, pareil. Par contre, si par exemple je recopie cette cellule, donc là je vais copier la cellule et je vais la coller. Hop, si je reprends cette cellule et que je change l'ordre des nombres, par exemple au lieu de mettre 10, 4, 3, je mets 4, 10, 3, et bien là, ce qui va se passer, c'est que voilà, il va m'expliquer que je dois mettre les nombres A, B, C dans le bon ordre, c'est-à-dire que A doit être forcément le maximum. Donc ici, apparition du mot-clé AND qui permet de faire deux tests conditionnels et de dire, ben voilà, A doit être supérieur à B et en même temps, A doit être supérieur ou égal à C. Et je rappelle que le mot-clé assert peut, entre guillemets, se traduire par vérifie que. Et qu'après la virgule, il y a le message d'erreur qui doit s'afficher. Donc ça, c'était un petit bonus. Exercice 6, il fallait écrire un programme affichant le volume d'un cône en fonction de sa hauteur et du rayon de sa base. Tester ce programme pour plusieurs cônes, par exemple le cône de rayon 3 est de hauteur 12 et celui de rayon 5 est de hauteur 4. On rappelle donc que la formule du volume d'un cône, c'est 1/3 de pi fois rayon au carré fois hauteur. Donc vous allez avoir besoin du nombre pi. Donc ici, la ligne 2 de la cellule comporte l'importation de la valeur de pi. From math import pi, et du coup, si on lui demande par exemple d'afficher pi, eh bien on voit que c'est bien égal à 3,14. Donc ici, j'efface ça, et vous allez pouvoir écrire votre programme, donc une fonction volume d'un cône, et qui doit donner la valeur du volume. Je vous laisse travailler. Bien, alors vous avez dû écrire une fonction, donc ici vous allez écrire la fonction par exemple volume cône, et normalement vous avez donné les deux paramètres nécessaires, la hauteur, donc h, on va dire tout simplement, et le rayon.
vous allez lui mettre 2 points et vous allez retourner sans doute le calcul 1 divisé par 3 pour 1 tiers fois pi qui est donc le nombre 3,14 fois le rayon, c'est-à-dire r au carré, c'est étoile étoile 2 fois la hauteur, c'est-à-dire fois h. J'envoie ça en mémoire et je calcule maintenant le volume du cône, donc j'appelle la fonction volume cône, et je vais tester ça pour le cône de rayon 3 et de hauteur 12. Donc attention, dans ma fonction j'ai mis la hauteur en premier, donc je mets 12,3 et j'obtiens un volume de 113 cm3. Et maintenant je vais faire la même chose pour le test numéro 2, c'est-à-dire que le volume du cône de rayon 5 est de hauteur 4, donc la hauteur en premier 4 et le rayon 5, et j'obtiens un volume de 104 cm3 environ. Nous passons au dernier exercice, c'est l'exercice 7. C'est la période des soldes. Il faut écrire une fonction qui retourne le prix réduit en fonction du prix de départ et de la réduction accordée en pourcents. Appliquez cette fonction pour calculer les prix réduits des articles ci-dessous. Donc je vous laisse faire. Vous m'écrivez une fonction, disons, on peut l'appeler prix réduit. Nous la testerons ensuite sur nos différents articles. À vous de travailler. Bien, vous avez dû écrire votre fonction, donc on écrit la fonction prix réduit. Donc prix réduit. Et cette fonction prix réduit, elle doit partir du prix de départ, donc on va l'appeler P, et de la réduction, R. Donc P comme prix de départ, R comme réduction, en pourcentage. Donc ici, je rappelle que pour calculer un prix réduit, il faut appliquer un taux de pourcentage. Donc ici, par exemple, pour une réduction de R%, il faut par exemple prendre le prix et enlever R% du prix. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est renvoyer le prix moins le prix multiplié par le taux de réduction divisé par 100. Donc ce qui donne la réduction. Et du coup, j'envoie ça en mémoire et je peux tester tout de suite sur le smartphone. Donc je cherche le prix réduit de mon smartphone. Prix réduit, le prix c'est 450 €, la réduction c'est 30%, et j'envoie ça et j'obtiens un prix réduit de 315 €. Même chose pour le téléviseur qui lui coûte 650 € et qui a une réduction de 40%, et le prix réduit sera de 390 €. Enfin, la montre, elle coûte 60 €, elle est réduite à 35%, on obtient un prix de 39 €. Et enfin, pour le survêtement coûte 90 € et il a une réduction de 65%, et on obtient un prix de 31,50 €. Et voilà, c'est la fin de ce TP sur les fonctions. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit pourra vous être demandé en évaluation lors du DS sur les fonctions.